Alors qu'elle travaillait comme femme de ménage dans un hôtel de luxe, la femme était restée figée en voyant la bague du millionnaire. C'était la même que sa mère portait avant de mourir il y a 7 ans. Le soleil de 6 heures du matin perçait à peine les rideaux de l'appartement exigu du quartier de la Belle de Mai, quand Sophie Garnier ouvrit les yeux, 30 ans, des mains déjà marquées par le travail. Elle contempla un instant le plafond fissuré, avant de soupirer profondément. Dans le lit voisin, sa fille Manon dormait encore, ses cheveux châtains éparpillés sur l'oreiller défraîchi. « Allez, ma puce, c'est l'heure », murmura Sophie en caressant doucement l'épaule de sa fille. Manon grogna, enfouissant son visage dans l'oreiller. À 8 ans, elle avait déjà cette façon si particulière de protester contre les matins trop précoces. « Maman, encore 5 minutes. Tu sais bien que je ne peux pas être en retard, ma chérie. Madame Durand ne tolère aucun retard. » Sophie se leva, ses pieds nus touchant le carrelage froid, l'appartement de 2 pièces qu'elle partageait depuis la mort de sa mère, 7 ans auparavant, n'avait rien de luxueux, mais c'était leur petit refuge. Les murs jaunis par le temps portaient quelques photos de famille, et sur la commode branlante trônait un cadre argenté contenant l'unique photo qu'elle possédait de sa mère, Hélène. Cette photographie la fascinait depuis toujours. Sa mère y apparaissait radieuse, souriante, portant une robe élégante qui contrastait avec la modestie de leur vie. Mais ce qui intriguait le plus Sophie, c'était ce magnifique anneau de jade qu'Hélène portait à la main droite. Un bijou somptueux orné d'une émeraude étincelante, avec des initiales gravées que Sophie avait toujours eu du mal à déchiffrer. L.M. Qui était L.M. Maman, avait-elle demandé 1000 fois à Hélène durant son enfance. Sa mère détournait invariablement le regard, murmurant quelque chose à propos d'un prince qui reviendrait un jour. Sophie avait fini par ranger ces mots dans la catégorie des contes de fées que sa mère lui racontait pour l'endormir. Après une douche rapide et un petit déjeuner frugal composé de tartines et de café au lait, Sophie prépara Manon pour l'école. Sa fille était tout ce qui lui restait de vrai dans ce monde, son petit soleil qui illuminait même les journées les plus sombres. « Tu vas me manquer aujourd'hui, ma puce », dit Sophie en boutonnant le manteau de Manon. « Toi aussi, maman. Tu crois qu'un jour on pourra aller en vacances ? Emma, elle va à Nice avec ses parents. » Le cœur de Sophie se serra. Les vacances étaient un luxe qu'elle ne pouvait pas s'offrir. Entre le loyer, les factures et les frais de scolarité, chaque euro comptait. Peut-être l'année prochaine, ma chérie ? Après avoir déposé Manon à l'école, Sophie prit le tramway en direction du centre-ville. Le trajet jusqu'au Vieux-Port lui offrait toujours ce contraste saisissant entre son quartier populaire et le cœur touristique de Marseille. Les immeubles décrépits cédaient progressivement la place aux façades restaurées, aux boutiques chics et aux terrasses de café où flânaient les touristes. L'hôtel impérial se dressait majestueusement face au port, ses 8 étages de façade haussmannienne dominant la Canebière. Sophie y travaillait depuis 3 ans comme femme de ménage, nettoyant les suites les plus luxueuses de l'établissement. C'était un monde à part, où le prix d'une nuit équivalait à son salaire mensuel. « Bonjour Sophie », lança Fatima, sa collègue d'origine marocaine. En l'apercevant dans les vestiaires, « Tu as vu, on a du beau monde aujourd'hui. Tout le gratin marseillais débarque pour la convention hôtelière. » Sophie enfila son uniforme bleu marine, ajustant le petit tablier blanc qui lui donnait l'air d'une soubrette d'opérette. « Tant mieux, ça veut dire de bons pourboires si on s'y prend bien. » Madame Durand, la gouvernante en chef, fit irruption dans les vestiaires, son chignon serré et son air perpétuellement contrarié. « Mesdames, aujourd'hui, nous recevons Monsieur Louis Monclerc dans la suite présidentielle. Je ne tolérerai aucun écart de conduite. Cet homme est l'un des plus grands magnates de l'hôtellerie européenne. Discrétion absolue. » Le nom ne disait rien à Sophie, mais le ton solennel de Madame Durand suffisait à comprendre l'importance du personnage. La matinée s'écoula dans un ballet bien orchestré. Sophie s'occupait des chambres du 5e étage quand Fatima vint la chercher, l'air mystérieux. « Sophie, Madame Durand veut que tu t'occupes personnellement de la suite présidentielle. Le client a spécifiquement demandé qu'on change tout le linge de maison. » Moi, mais pourquoi ? Aucune idée, mais dépêche-toi, il paraît qu'il est plutôt impressionnant. Sophie rassembla son matériel et prit l'ascenseur jusqu'au 8e étage. La suite présidentielle occupait tout l'étage. Avec sa terrasse privée offrant une vue panoramique sur la Méditerranée, elle frappa discrètement avant d'entrer, annonçant sa présence d'une voix claire. « Service d'entretien. » La suite était déserte, mais des affaires personnelles étaient disposées avec soin. Une mallette en cuir italien,
des costumes sur mesure suspendus dans la penderie, et sur la table basse, plusieurs journaux financiers en français et en anglais. Sophie commença par la chambre, changeant les draps de soie pour des neufs, aspirant les tapis persans, dépoussiérant les meubles d'époque. Elle travaillait avec cette minutie qui la caractérisait, prenant soin de replacer chaque objet exactement où elle l'avait trouvé. C'est en nettoyant le salon qu'elle l'aperçut, sur le guéridon près de la fenêtre, abandonné négligemment à côté d'une tasse de café, brillait un anneau extraordinaire, une émeraude d'un vert profond sertie dans l'or, exactement semblable à celui que portait sa mère sur la photographie. Sophie s'approcha, le cœur battant. Plus elle observait le bijou, plus la ressemblance était troublante. Elle sortit son téléphone, chercha dans ses photos celles qu'elle avait prises du cadre familial. La comparaison était saisissante, mais ce qui lui coupa le souffle, ce furent les initiales gravées à l'intérieur de l'anneau, LM. Ses mains tremblaient quand elle entendit des pas dans le couloir. Rapidement, elle glissa son téléphone dans sa poche et fit mine de dépoussiérer la table. La porte s'ouvrit sur un homme de haute stature, la cinquantaine élégante, aux cheveux poivre et sel parfaitement coiffés. Il portait un costume anthracite qui soulignait sa prestance naturelle. Louis Moncler avait cette aura particulière des hommes habitués à commander. Mais Sophie perçut immédiatement quelque chose de mélancolique dans son regard bleu acier. « Excusez-moi, monsieur, j'ai presque terminé », dit Sophie en baissant instinctivement la tête. Louis la regarda à peine, se dirigeant vers son ordinateur portable. Il saisit machinalement l'anneau, le fit tourner entre ses doigts, dans un geste qui semblait familier, presque involontaire. Sophie sentit son courage l'abandonner. Comment pouvait-elle interroger cet homme intimidant sur un bijou? Et pourtant, ses initiales, LM, Louis Moncler. Monsieur. Sa voix était à peine audible. Louis leva les yeux, surpris qu'elle s'adresse à lui. Oui, Sophie déglutit péniblement, ses mains moites serrant le chiffon de nettoyage. Cet anneau, il appartenait à quelqu'un que je connais. Louis fronça les sourcils, l'anneau s'immobilisant dans sa paume. Je vous demande pardon. Avec des gestes tremblants, Sophie sortit son téléphone, afficha la photo de sa mère. L'image floue mais reconnaissable montrait Hélène dans sa robe élégante. L'anneau bien visible à sa main. Cette femme, c'était ma mère, Hélène Garnier. Le téléphone s'échappa des mains de Louis et s'écrasa sur le sol. Son visage devint livide, ses jambes vacillèrent, et il dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Hélène, le nom s'échappa de ses lèvres comme une prière, comme un secret longtemps enfoui qui remontait brutalement à la surface. Sophie le regardait, interdite, ne comprenant pas cette réaction si violente, mais dans les yeux de Louis Moncler, elle venait de voir passer 30 années de regrets, d'amour perdu et de remords inavoués. Le silence qui s'installa dans la suite présidentielle était si lourd que Sophie entendait les battements de son propre cœur. Louis Moncler était toujours appuyé contre le mur, le visage décomposé, fixant la photo sur l'écran du téléphone tombé à ses pieds. « Monsieur, ça va ?» Sophie fit un pas vers lui, inquiète de sa pâleur soudaine. Louis se redressa lentement, comme un homme qui émerge d'un cauchemar. Ses mains tremblaient imperceptiblement quand il ramassa le téléphone, contemplant de nouveau l'image d'Hélène avec une intensité douloureuse. « Où avez-vous trouvé cette photo ?» Sa voix était rauque, brisée. « C'est la seule que j'ai de ma mère. Elle est morte il y a 7 ans. » Sophie hésita, puis ajouta « Du cancer. On n'avait pas les moyens de la soigner correctement. » Ces mots frappèrent Louis comme autant de coups de poignard. Il ferma les yeux, serrant l'anneau si fort que ses jointures blanchirent. « Hélène est... votre mère. »« Oui, Hélène Garnier. Elle m'a élevée seule. » Sophie observait cet homme puissant, qui semblait soudain si vulnérable. Sur cette photo, elle porte le même anneau que le vôtre, avec les mêmes initiales, LM. Louis rouvrit les yeux et la regarda vraiment pour la première fois. Il scrutait son visage avec une attention presque douloureuse, comme s'il cherchait quelque chose de familier dans ses traits. « Mon Dieu, vous avez ces yeux, ces mêmes yeux verts. » Il s'interrompit, la voix étranglée par l'émotion. Sophie sentit ses jambes faiblir. « Vous la connaissiez. » Louis se dirigea vers la baie vitrée, contemplant le port de Marseille au loin. Quand il reprit la parole, c'était d'une voix lointaine, comme s'il se parlait à lui-même. « Je l'ai aimée, plus que tout au monde, plus que ma propre vie. » Il fit une pause, respirant difficilement,
C'était en 1993. J'avais 21 ans. Elle en avait 19. Elle travaillait comme serveuse dans un petit café près de la fac de commerce. Moi, j'étais le fils Moncler, celui qui devait reprendre l'empire familial. Sophie s'assit machinalement sur le bord du canapé, bouleversée. Jamais sa mère ne lui avait parlé de Louis Moncler. Jamais elle n'avait évoqué ce grand amour de jeunesse. Nous nous sommes rencontrés un mardi pluvieux. Elle avait renversé du café sur ma chemise blanche. Un sourire fugace éclaira le visage de Louis. Elle était si embarrassée, si adorable dans ses excuses. Je suis revenue le lendemain, et tous les jours suivants. Qu'est-ce qui s'est passé? Sophie avait la gorge nouée. Le sourire de Louis s'évanouit, son visage se durcit, et elle y lut une colère ancienne, un ressentiment qui ne s'était jamais apaisé. Mon père, Armand Moncler. Le nom sortit de sa bouche comme un poison. Il a découvert notre relation. Pour lui, Hélène n'était qu'une. Il s'arrêta, cherchant des mots moins blessants. Disons qu'elle n'était pas du même milieu social. Pas assez bien pour un Moncler. Sophie sentit une flamme de colère s'allumer en elle. Et vous l'avez abandonné pour votre famille. Louis se retourna brusquement, les yeux brillants de larmes contenues. J'avais 22 ans. Mon père m'a menacé de me déshériter, de me renier complètement. Il disait qu'il détruirait la réputation d'Hélène si je ne la quittais pas. J'ai cru que c'était temporaire, que je pourrais revenir vers elle une fois que les choses se seraient calmées. Mais vous n'êtes jamais revenu. Et elle avait disparu. Louis martela ces mots avec amertume. Quand j'ai voulu la retrouver, quelques mois plus tard, le café était fermé. Ses anciens collègues ne savaient pas où elle était partie. J'ai fait appel à des détectives privés pendant des années. Rien, comme si elle s'était volatilisée. Sophie se leva, faisant les 100 pas dans la pièce luxueuse. Tout se bousculait dans sa tête. Sa mère, cette femme discrète qui avait toujours refusé de parler du père de Sophie, qui murmurait parfois le nom d'un prince dans ses rêves. Elle ne vous a jamais dit « Pour moi ?» Quoi? Louis ne comprenait pas. Que j'existais. Sophie le fixa droit dans les yeux. Que vous aviez une fille. Le monde s'écroula autour de Louis Moncler. Il dut s'agripper au rebord de la fenêtre. Le souffle coupé, les implications de ce que venait de dire Sophie déferlaient dans son esprit comme un raz-de-marée. Une fille. J'ai 30 ans, monsieur Moncler. Ma mère est tombée enceinte en 1993. Faites le calcul. Louis s'effondra dans un fauteuil, la tête entre les mains. Quand il releva le visage, des larmes coulaient librement sur ses joues. Elle était enceinte quand elle a disparu. Apparemment, Sophie avait du mal à contenir sa propre émotion. Elle ne m'a jamais dit qui était mon père. Juste qu'il était parti, qu'il ne reviendrait pas. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Louis sanglotait maintenant sans retenue. 30 ans. J'ai perdu 30 ans avec ma fille. Sophie s'approcha lentement, tendue entre la compassion et la colère. Cet homme brisé était-il vraiment son père? Ce magnate tout-puissant qui pleurait comme un enfant? Pourquoi elle n'a rien dit? Pourquoi elle ne vous a jamais contacté? Louis essuya ses larmes, tentant de reprendre contenance. Votre mère? Hélène était fière, très fière. Si mon père l'a menacée, humiliée, elle a dû préférer disparaître plutôt que de s'abaisser à demander de l'aide. Elle a travaillé toute sa vie comme femme de ménage, serveuse, caissière. La voix de Sophie se durcit. Elle s'est tuée à la tâche pour m'élever, et quand le cancer est arrivé, on n'avait pas de quoi payer les meilleurs traitements. Elle est morte en murmurant un nom, Louis. Chaque mot était un coup de massue pour Louis. Il imaginait Hélène vieillie, fatiguée, malade, luttant seule pour élever leur enfant, pendant que lui épousait Isabelle de Marchand, la fille d'une famille de la haute bourgeoisie marseillaise, selon les volontés paternelles, pendant qu'il construisait son empire hôtelier, accumulant les millions. Je suis désolée. Ces mots semblaient si dérisoires face à 30 années de mensonges et d'absence. Je suis tellement désolée, Sophie. Désolée ne ramènera pas ma mère. Sophie était partagée entre l'envie de le frapper et celle de le consoler. Désolée ne rattrapera pas toutes ces années où j'ai grandi sans père. Louis se leva, tendant une main hésitante vers elle. Je sais que c'est insuffisant. Je sais que rien ne pourra réparer ce mal, mais vous êtes ma fille, mon enfant. Et maintenant que je vous ai trouvé, maintenant quoi? Sophie recula sur la défensive. Vous pensez qu'il suffit d'une belle histoire pour que tout s'arrange? Que vos millions vont effacer 30 ans d'absence? Non. Louis secoua la tête.
Mais je peux essayer. Je peux apprendre à vous connaître, être le père que je n'ai jamais pu être. Sophie observa cet homme qui affirmait être son père. Il y avait quelque chose d'authentique dans sa douleur, quelque chose qui résonnait avec les histoires que sa mère lui racontait sur ce mystérieux prince. « J'ai une fille, Manon. Elle a 8 ans. » Sophie ne savait pas pourquoi elle lui disait cela. Les yeux de Louis s'illuminèrent, malgré les larmes. « Une petite fille? Ne vous emballez pas. » Sophie le mit en garde. « Je ne sais même pas si je peux vous faire confiance. Vous avez abandonné ma mère une fois. Qu'est-ce qui me dit que vous ne disparaîtrez pas de nouveau quand les choses deviendront compliquées ?» Louis prit l'anneau d'émeraude, le contempla longuement, puis le tendit vers Sophie. « Cet anneau appartenait à ma grand-mère. Je l'ai offert à Hélène comme promesse de mariage. Elle l'a gardé, même après tout ça. » Sophie hocha la tête, émue malgré elle. Elle ne l'a jamais enlevé, même à l'hôpital, même à la fin. Louis ferma les yeux, accablé par cette révélation. Hélène avait gardé son anneau, symbole de leur amour brisé, jusqu'à son dernier souffle. « Prenez-le. » Il lui tendit le bijou. « Il vous revient de droit. » Sophie hésita, puis accepta l'anneau. Au contact du métal tiède, elle sentit une connexion étrange avec sa mère disparue, comme si Hélène était soudain présente dans cette pièce luxueuse. « Je dois y aller, ma fille m'attend. » Sophie glissa l'anneau dans sa poche. « Et j'ai besoin de réfléchir à tout ça. » « Bien sûr. » Louis sortit une carte de visite dorée. « Mon numéro personnel. Quand vous serez prête, si vous êtes prête, j'aimerais beaucoup faire la connaissance de ma petite fille. » Sophie prit la carte sans répondre. À la porte, elle se retourna une dernière fois. « Pourquoi vous n'avez jamais refait votre vie? Vraiment, je veux dire, pourquoi vous n'avez jamais oublié ma mère ?» Louis sourit tristement. « Parce qu'on n'oublie jamais son premier et seul véritable amour. Jamais. » Le soir même, dans son appartement de la Belle de Mai, Sophie ne parvenait pas à trouver le sommeil. L'anneau d'émeraude reposait sur sa table de nuit, captant les reflets de la lumière du réverbère. Manon dormait paisiblement à côté d'elle, ignorant que sa vie venait de basculer. Sophie contempla la carte de visite dorée. Louis Moncler, PDG Groupe Moncler International. Comment annoncer à sa fille qu'elle venait de découvrir son grand-père? Comment expliquer 30 années d'absence sans trahir la mémoire de sa mère? De son côté, Louis Moncler ne trouvait pas davantage le repos. Dans sa suite présidentielle, il arpentait le salon. Tenant dans sa main la photographie qu'il avait demandé à Sophie de lui laisser, Hélène y souriait, radieuse. Exactement comme dans ses souvenirs les plus chers, il décrocha son téléphone et composa un numéro qu'il connaissait par cœur. « Maître Bernardin, c'est Louis Moncler. J'ai besoin que vous contactiez Marcel Dubois immédiatement. Oui, le détective privé. Dites-lui que c'est urgent. » 2 heures plus tard, Marcel Dubois frappait à la porte de la suite. C'était un homme de 55 ans, au physique quelconque mais aux yeux perçants. Il travaillait pour Louis depuis 15 ans, gérant les affaires les plus délicates du groupe. « Monsieur Moncler, vous avez l'air bouleversé. Que puis-je faire pour vous ?» Louis lui tendit la photographie d'Hélène. Cette femme s'appelait Hélène Garnier. Elle est décédée il y a 7 ans d'un cancer. Je veux tout savoir sur sa vie après 1993. Tout, Marcel. Où elle a vécu, comment elle a survécu, comment elle est morte. Marcel examina la photo, fronçant les sourcils. Puis-je vous demander pourquoi cette enquête vous tient tant à cœur? Parce que cette femme était la mère de ma fille, une fille dont j'ignorais l'existence jusqu'à aujourd'hui. Le détective accusa le coup sans broncher. Dans son métier, il avait appris à ne jamais s'étonner des révélations de ses clients. « Si, je vois. Combien de temps avez-vous pour cette enquête? » 48 heures maximum, mobilisez toute votre équipe s'il le faut. Pendant que Marcel Dubois quittait l'hôtel pour commencer ses recherches, Louis s'enfonça dans ses souvenirs. Il ferma les yeux et se laissa emporter 31 ans en arrière. Marseille, été 1993. Le café chez Louisette était un petit établissement modeste près de la fac de commerce, fréquenté principalement par les étudiants fauchés et les employés du quartier. Louis Moncler y était entré par hasard, fuyant une pluie soudaine. Hélène Garnier avait 19 ans et des rêves plein la tête. Elle économisait chaque centime pour s'inscrire en BTS de tourisme, rêvant de voyager, de découvrir le monde. Ses parents, ouvriers dans les quartiers nord, n'avaient pas les moyens de financer ses études. « Excusez-moi. Oh non, votre belle chemise. »
Hélène était horrifiée d'avoir renversé du café sur ce jeune homme si élégant. Louis avait ri. Ce n'est rien. Vraiment. Elle était due pour un passage chez le teinturier de toute façon. Quelque chose dans ce rire franc, dans cette façon désinvolte de traiter l'incident, avait touché Hélène. Les garçons de son âge étaient souvent si préoccupés par leur apparence. Louis, lui, était instantanément tombé sous le charme de cette jeune fille aux yeux verts si expressifs, de sa spontanéité, de sa fraîcheur. Dans son monde de conventions sociales et d'obligations familiales, Hélène représentait la liberté. Leur histoire d'amour avait duré 8 mois merveilleux. Louis venait la chercher après son service. Ils se promenaient sur le vieux port, partageaient des glaces sur la cannebière. Hélène lui parlait de ses rêves de voyage. Louis lui racontait ses cours de commerce international. Il lui avait offert l'anneau de sa grand-mère pour Noël 1993, dans un petit restaurant du Panier. Un jour, je t'épouserai, Hélène, et nous partirons découvrir le monde ensemble. Mais Armand Moncler veillait. Le patriarche de la famille avait fait surveiller son fils et découvert cette liaison qu'il jugeait dangereuse pour l'avenir de l'empire familial. Cette fille est une opportuniste, avait-il tonné lors de la confrontation mémorable de janvier 1994. Elle veut mettre le grappin sur notre fortune. Vous ne la connaissez même pas, papa. Je connais son genre, pauvre, ambitieuse, prête à tout pour s'élever socialement. Si tu l'épouses, tu seras déshéritée, plus un centime, plus rien. Et je me chargerai personnellement de détruire sa réputation et celle de sa famille. Louis avait 22 ans et manquait encore de caractère pour tenir tête à son père. Il s'était incliné, promettant de rompre avec Hélène, mais quand il était retourné au café, début février 1994, Louisette lui avait annoncé qu'Hélène était partie. Sans rien dire, sans laisser d'adresse, elle avait l'air si triste, la petite. Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Louis rouvrit les yeux, le cœur serré par ses souvenirs douloureux. Il avait passé des années à la chercher, mais Hélène semblait avoir disparu de la surface de la terre. Le lendemain matin, Marcel Dubois rappela avec ses premières découvertes. « Monsieur Moncler, j'ai retrouvé la trace d'Hélène Garnier. Après 1994, elle s'est installée à Toulon sous le nom d'Hélène Durand. Elle a accouché d'une petite fille le 2 octobre 1994, Sophie. » Louis ferma les yeux. Sophie était bien sa fille. Les dates correspondaient parfaitement. « Continuez, Marcel. Elle a travaillé successivement comme femme de ménage, serveuse, caissière, toujours des emplois précaires, souvent plusieurs à la fois. Elle a élevé Sophie seule, sans jamais demander d'aide sociale, une femme courageuse, d'après les témoignages que j'ai recueillis, et sa mort. » La voix de Marcel se fit plus grave. Cancer du sein diagnostiqué en 2016, elle a refusé les traitements les plus coûteux pour ne pas endetter sa fille. Sophie travaillait déjà pour payer les factures. Hélène est décédée à l'hôpital de Toulon, le 15 mars 2017. Les infirmières disent qu'elle répétait un nom dans ses derniers moments. Louis. Louis dut s'asseoir, écrasé par la culpabilité. Pendant qu'Hélène luttait contre la maladie, lui dirigeait un empire de plusieurs centaines de millions d'euros. Pendant qu'elle travaillait jour et nuit pour élever leur fille, lui épousait Isabelle de Marchand, dans un mariage de convenance orchestré par son père. « Il y a autre chose, monsieur Moncler. » Marcel hésitait. « J'ai trouvé des témoins qui affirment que Hélène parlait parfois de vous à sa fille. Elle l'appelait son prince. Elle disait qu'un jour, peut-être, il reviendrait, mais elle interdisait à Sophie de vous chercher. Pourquoi ? D'après une voisine proche, Hélène répétait toujours « Il a choisi son monde. Nous avons le nôtre. Il ne faut pas mélanger. » Louis raccrocha, effondré. Hélène avait protégé sa fierté jusqu'au bout, refusant de troubler la vie qu'elle imaginait parfaite de son ancien amoureux. Il repensa à sa propre existence depuis 1994, son mariage avec Isabelle, convenable mais sans passion, la naissance de leurs 2 enfants, mort dans un accident de voiture en 2010, la mort d'Isabelle elle-même, 5 ans plus tard, d'une embolie pulmonaire, une vie dorée mais vide, construite sur les ruines de son véritable amour. Son téléphone vibra, un message de Sophie. « J'aimerais qu'on se revoie. J'ai des questions. » Louis sentit son cœur bondir. C'était un début, une porte entr'ouverte vers la rédemption qu'il espérait depuis si longtemps. Il lui répondit immédiatement. « Quand vous voulez, où vous voulez. » La réponse arriva rapidement. « Demain 14h, Square Honora, près de l'école de ma fille, j'amènerai Manon. Elle a le droit de savoir. »
Louis contempla ce message, réalisant qu'il allait rencontrer sa petite fille. Cet enfant qui ne savait pas encore qu'elle avait un grand-père, qu'elle était l'héritière d'une fortune considérable, qu'elle portait en elle le sang des Montclair, mais surtout, elle était le dernier lien qui le reliait à Hélène, la seule façon de racheter 30 années d'erreurs et de regrets. Il sortit sur la terrasse de sa suite, contemplant le port de Marseille illuminé. Quelque part dans cette ville, Sophie couchait leur petite fille en lui racontant peut-être l'histoire de ce grand-père mystérieux qu'elle allait bientôt rencontrer. « Pardonne-moi, Hélène, » murmura-t-il vers les étoiles. « Je ne peux pas rattraper le temps perdu, mais je peux essayer de protéger notre fille et notre petite fille. Je te le promets. » Le vent marin porta ses paroles vers le large, vers l'infini, vers une femme qui avait emporté ses secrets dans la tombe, mais qui avait laissé derrière elle le plus beau des cadeaux. Une famille à reconquérir. Le square Honora bruissait de l'agitation habituelle de l'après-midi. Les enfants couraient entre les jeux, leurs rires se mêlant aux conversations des mères qui surveillaient depuis les bancs. Sophie était arrivée en avance, tenant fermement la main de Manon qui sautillait d'impatience. « Maman, tu es sûre qu'il va venir, ce monsieur ? » « Oui, ma puce. Et souviens-toi de ce qu'on a dit. Tu restes polie, mais tu n'es pas obligée de l'aimer tout de suite, d'accord ?» Manon hocha la tête. Ses boucles châtaines dansant autour de son visage, Sophie lui avait expliqué la situation du mieux qu'elle pouvait. Un homme qui avait connu grand-mère Hélène autrefois voulait les rencontrer. Elle avait gardé le mot « grand-père » pour plus tard. Quand elle serait sûre des intentions de Louis, à 14 heures précises, une berline noire s'arrêta en bordure du square. Louis en descendit, visiblement nerveux. Il portait un costume moins formel que la veille, mais restait d'une élégance qui détonnait dans ce quartier populaire. Sophie le vit chercher du regard, avant de l'apercevoir. Leurs yeux se croisèrent, et elle sentit son estomac se nouer. Dans la lumière du jour, la ressemblance était troublante. Manon avait les mêmes yeux que cet homme, la même ligne de mâchoire. « Bonjour, Sophie. » Louis s'approcha avec prudence, comme s'il craignait de les effrayer. « Bonjour. » Sophie se leva du banc. « Voici Manon, je te présente Monsieur Montclair. » La petite fille leva ses grands yeux verts vers cet inconnu imposant. Louis s'accroupit pour se mettre à sa hauteur, et Sophie fut touchée par cette délicatesse instinctive. « Bonjour Manon, tu es encore plus jolie que sur les photos que ta maman m'a montrées. » Manon fronça les sourcils. « Maman ne vous a pas montré de photos de moi ?» Louis sourit, désarçonné par cette perspicacité enfantine. « Tu as raison. Je voulais dire que tu ressembles aux descriptions qu'elle m'a faites. Pourquoi vous vouliez nous rencontrer ?» Manon n'y allait pas par 4 chemins. Sophie intervint doucement. « Manon, laisse Monsieur Montclair s'asseoir d'abord. » Yaï. Ils s'installèrent sur le banc. Manon entre eux deux, balançant ses jambes qui ne touchaient pas le sol. Louis semblait fasciné par chacun de ses gestes, buvant littéralement des yeux cette petite fille qu'il découvrait. « J'ai connu ta grand-mère Hélène quand elle était jeune. » commença-t-il. « Nous étions très amis. Grand-mère, elle est au ciel maintenant, » déclara Manon avec le sérieux des enfants qui ont appris tôt les réalités de la vie. « Maman dit qu'elle nous regarde et qu'elle nous protège. » Louis sentit sa gorge se serrer. « Ta maman a raison. Ta grand-mère était quelqu'un de très spécial. Vous l'aimiez. » La question directe de Manon surprit les deux adultes. Sophie rougit, ne s'attendant pas à ce que sa fille soit si directe. « Oui, » répondit Louis simplement. « Je l'aimais beaucoup. Alors pourquoi vous n'êtes pas resté avec elle ?» Sophie voulut intervenir, mais Louis leva une main pour l'arrêter. Il méritait ces questions, même venant d'une enfant de 8 ans, parce que j'ai fait une grosse erreur. J'ai écouté des gens qui me disaient que ce n'était pas bien. J'étais jeune et pas assez courageux. Manon réfléchit, balançant toujours ses jambes. Maman dit que quand on fait une bêtise, il faut s'excuser et réparer. Ta maman a raison. C'est exactement ce que j'essaie de faire. Sophie observait cet échange, partagé entre l'émotion et la méfiance. Louis semblait sincère, mais 30 ans d'absence ne s'effaçaient pas en un après-midi au parc. Vous voulez voir comme je sais bien me balancer. Manon avait déjà oublié la gravité de la conversation et bondissait vers les jeux, c'est... Bien sûr. Louis se leva avec empressement, pendant que Manon faisait des démonstrations acrobatiques sur la balançoire. Sophie et Louis restèrent en retrait, parlant à voix basse. « Elle vous ressemble », dit Louis, ne quittant pas des yeux sa petite fille. Cette façon directe de poser des questions, cette curiosité, elle ressemble surtout à ma mère. Sophie resta sur ses gardes. « Écoutez, Monsieur Montclair, Louis
Appelez-moi Louis, s'il vous plaît. Louis. Le prénom lui sembla étrange sur ses lèvres. Je ne sais pas ce que vous attendez de nous. Vous avez vécu votre vie. Vous avez eu votre famille. J'ai eu une épouse et des enfants, c'est vrai. Louis la regarda tristement. Mais je n'ai jamais eu de famille. Mon mariage était un arrangement. Mes enfants. Il s'interrompit, la voix brisée. Ils sont morts il y a 15 ans, accident de voiture. Sophie sentit sa colère vaciller face à cette douleur manifeste. Je suis désolée. Je ne savais pas. Pourquoi l'auriez-vous su? Louis haussa les épaules. Vous avez raison d'être méfiante. J'arrive dans votre vie comme un cheveu sur la soupe. Je bouleverse tout. Ce n'est pas ça. Sophie cherchait ses mots. C'est juste que ma mère a souffert. Vraiment souffert. Et moi aussi, grandir sans père. Ce n'est pas facile. Surtout quand toutes tes copines en ont un. Je veux rattraper le temps perdu. On ne rattrape pas 30 ans. Sophie éclata, libérant enfin sa frustration. Vous ne pouvez pas débarquer avec vos costumes à 1000 € et penser que tout va s'arranger parce que vous êtes riche. Louis reçut ces mots comme une gifle. Ce n'est pas ce que je pense. Ah non, alors qu'est-ce que vous pensez? Que vous allez nous installer dans un bel appartement, payer mes factures, et hop, on joue à la famille heureuse. Maman. Manon était revenue en courant. Inquiète du ton élevé de sa mère, « Pourquoi tu cries ?» Sophie s'agenouilla près de sa fille, s'efforçant de retrouver son calme. « Excuse-moi, ma puce. Maman s'est un peu emportée. » Louis s'accroupit également. « C'est ma faute, Manon. J'ai dit quelque chose qui a contrarié ta maman. »« Vous vous êtes disputés ?» Manon avait l'air déçue. « Moi qui croyais que vous alliez devenir amis. » Sophie et Louis échangèrent un regard par-dessus la tête de l'enfant, dans les yeux de sa petite fille. Louis lisait un espoir qu'il ne voulait pas décevoir. « On ne s'est pas disputé, » mentit gentiment Sophie. « On discutait, c'est tout. Les adultes font parfois ça. Ma copine Emma, ses parents ils discutent souvent aussi, et après ils divorcent. » Manon avait une logique implacable. Louis ne put s'empêcher de sourire. « Nous ne sommes pas mariés, Manon. Nous apprenons juste à nous connaître. » L'après-midi se poursuivit dans une atmosphère plus détendue. Louis poussa Manon sur la balançoire, l'aida à grimper sur le toboggan, répondit patiemment à ses 1000 questions. Sophie observait, troublée malgré elle par la facilité avec laquelle il s'adaptait au rythme de l'enfant. « Il a l'air gentil », chuchota Manon à l'oreille de sa mère pendant que Louis lui achetait une glace au marchand ambulant. Les apparences sont parfois trompeuses. « Ma puce, tu dis toujours qu'il faut donner sa chance aux gens. » Sophie soupira. Sa propre fille retournait ses leçons contre elle. Quand l'heure vint de partir, Louis ne cacha pas sa déception. « Est-ce qu'on pourrait se revoir ?»« Je ne sais pas. » Sophie hésitait, tiraillée entre ses sentiments contradictoires. « Moi je veux bien, » s'exclama Manon. « Il m'a promis de m'apprendre à jouer aux échecs. » Louis sourit. « J'ai effectivement dit ça, si ta maman est d'accord, bien sûr. » Sophie regarda sa fille, si enthousiaste, puis cet homme qui semblait sincèrement vouloir faire partie de leur vie, peut-être méritait-il une chance. Peut-être sa mère aurait-elle voulu qu'elle essaie. D'accord, mais on y va doucement. Bien sûr. Louis sortit de sa poche un petit paquet élégamment emballé. C'est pour Manon, si vous permettez. Sophie hésita, puis hocha la tête. Manon déballa fébrilement le cadeau et découvrit un magnifique jeu d'échecs de voyage avec des pièces en bois sculptées. Ouah, il est magnifique. Manon serrait le jeu contre elle. Merci, monsieur Louis. De rien, princesse. Le mot échappa à Louis avant qu'il puisse le retenir. Princesse, c'était ainsi qu'il appelait Hélène autrefois. Sophie remarqua son trouble. Ça va. Oui, c'est juste que votre mère était ma princesse et Manon lui ressemble tellement. Le trajet de retour se fit dans le silence. Manon serrait son jeu d'échecs, déjà impatiente de leur prochaine rencontre. Sophie, elle, réfléchissait. Cet homme pourrait-il vraiment devenir le grand-père que sa fille n'avait jamais eu? Ou n'était-ce qu'un riche égoïste cherchant à soulager sa conscience? Dans sa berline, Louis regardait s'éloigner sa fille et sa petite-fille. Pour la première fois depuis des années, il ressentait quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Mais il savait aussi que le chemin serait long et semé d'embûches. Il ne savait pas encore que sa sœur Viviane préparait déjà sa riposte. Le siège social du groupe Moncler International dominait la Canebière depuis ses 22 étages de verre et d'acier. Au 20e étage, dans un bureau aux dimensions impressionnantes, Viviane Moncler terminait une réunion avec les directeurs régionaux quand son assistant lui glissa discrètement un mot. « Madame,
Votre frère vous demande au téléphone. Il dit que c'est urgent. » Viviane fronça les sourcils. À 48 ans, elle dirigeait les opérations quotidiennes de l'empire familial, pendant que Louis s'occupait de la stratégie et des relations publiques. Leur collaboration était efficace. Mais elle détestait être interrompue pendant ces réunions. « Messieurs, nous reprendrons demain matin. »« Sylvain, préparez-moi le dossier de l'hôtel de Cannes pour 16 heures. » Une fois seule, elle décrocha son téléphone, agacée. « Louis, qu'est-ce qui est si urgent pour que tu me déranges en pleine réunion ? » ?»« Viviane, il faut qu'on se voie. J'ai quelque chose d'important à te dire. » Il y avait quelque chose dans la voix de son frère qui alerta Viviane, une émotion inhabituelle, une nervosité qu'elle ne lui connaissait pas. « Tu ne peux pas me le dire au téléphone. Non, c'est personnel, et ça concerne l'avenir de notre famille. » Viviane consulta son agenda. « J'ai 1 heure de libre à 18 heures, ton bureau ou le mien ? » ?»« Le mien. » Et Viviane, « Merci. » Après avoir raccroché, Viviane resta pensive. Louis n'était pas du genre à dramatiser. S'il parlait de l'avenir de leur famille, c'était forcément grave. Peut-être avait-il des problèmes de santé. À 52 ans, il ne se ménageait pas. À 18 heures précises, elle frappa à la porte du bureau de Louis. Elle le trouva debout devant la baie vitrée, contemplant le port. Il semblait différent, plus jeune d'une certaine manière, mais aussi plus vulnérable. « Louis, alors, cette grande nouvelle ?» Il se retourna, et Viviane fut surprise de voir une lueur d'excitation dans ses yeux, quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis des années. « Assieds-toi, Viviane !» Elle prit place dans l'un des fauteuils en cuir face au bureau, croisant ses jambes élégantes. Viviane Moncler était une femme séduisante, blonde aux yeux bleus, toujours impeccablement vêtue, mais contrairement à son frère, elle avait choisi de ne jamais se marier, préférant se consacrer entièrement aux affaires familiales. « J'ai retrouvé quelqu'un, » commença Louis. « Quelqu'un que je croyais perdu pour toujours. » Viviane haussa un sourcil. « Une femme. À ton âge. » « Louis, vraiment ? » ?»« Non. » Louis s'assit en face d'elle. « Ma fille. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Viviane dévisagea son frère comme s'il venait de lui annoncer qu'il était martien. « Ta fille ? Mais de quoi tu parles ? Tes enfants sont morts. Louis, Émilie et Julien sont morts il y a 15 ans. Je parle d'une autre fille. Une fille que j'ai eue avec Hélène Garnier en 1994. » Le nom frappa Viviane comme une gifle. Hélène Garnier, cette petite serveuse de café qui avait failli compromettre l'avenir de Louis il y a 30 ans. Celle pour qui leur père avait dû intervenir si fermement. Cette fille du café. La voix de Viviane se durcit. Je croyais que cette histoire était terminée depuis longtemps. Elle l'était, mais Hélène était enceinte quand elle a disparu. Notre fille s'appelle Sophie. Elle a 30 ans et elle travaille comme femme de ménage. Elle a elle-même une petite fille de 8 ans. Viviane encaissa l'information, son esprit d'affaires calculant immédiatement les implications. Une héritière inconnue, une lignée illégitime mais légalement reconnue, une menace directe à l'ordre établi. Comment l'as-tu retrouvée ? Louis lui raconta la rencontre à l'hôtel, l'anneau d'émeraude, la photographie. Viviane l'écoutait sans l'interrompre, mais son visage se fermait progressivement. « Et tu l'as cru, comme ça, sans test ADN, sans vérification. Louis, cette femme a pu fabriquer toute cette histoire pour s'emparer de notre fortune. » « Non. » Louis secoua la tête avec conviction. « Tu n'as qu'à la voir, Viviane. Elle me ressemble. Et la petite, Manon, elle a les yeux des Moncler. Et puis, les dates correspondent parfaitement. » Les dates. Viviane se leva brusquement. N'importe qui peut calculer 9 mois en arrière. Cette femme t'a piégé, Louis. Elle a étudié ton passé. Elle sait pour cette Hélène, et elle en profite. Ce n'est pas du tout son genre. Sophie est fière, travailleuse. Elle a même refusé que je l'aide financièrement. Bien sûr, la stratégie parfaite. Refuser d'abord pour mieux te ferrer ensuite. Viviane faisait les 100 pas dans le bureau. « Louis, tu perds la tête. Cette femme va nous ruiner. Nous ruiner. » Louis fronça les sourcils. « Viviane, même si Sophie hérite d'une partie de nos biens, nous resterons largement assez riches pour vivre confortablement. Et puis, c'est ma fille, ma chair et mon sang. Ta chair et ton sang. » Viviane cracha ces mots avec mépris. « Et moi, et notre famille, et l'empire que papa a mis sa vie à construire. Tu vas tout donner à une inconnue. » Louis se leva à son tour. «
commençant à comprendre la vraie nature des inquiétudes de sa sœur. Il ne s'agit pas de tout donner, Viviane. Il s'agit de réparer une injustice. Cette femme et sa fille sont dans le besoin alors qu'elles font partie de notre famille. Elles ne font pas partie de notre famille. Viviane était rouge de colère. Notre famille, c'est toi et moi. Papa nous a appris que les Moncler se serrent les coudes, qu'ils protègent leur patrimoine. Papa, Louis eut un rire amer. Papa a détruit le seul vrai bonheur de ma vie. Papa m'a forcé à abandonner la femme que j'aimais. Papa a fait de moi un homme incomplet, amer, qui n'a jamais réussi à être heureux. Papa t'a sauvé d'une erreur de jeunesse. Viviane martelait ces mots. Cette Hélène n'était qu'une aventure. Si tu l'avais épousée, tu aurais fini ruiné, déshonoré, déshonoré. Louis la regardait comme s'il la découvrait. Viviane, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi cette haine? Viviane se ressaisit, réalisant qu'elle en avait trop dit. Elle avait toujours été douée pour dissimuler ses sentiments. Mais cette révélation la touchait trop personnellement. Je ne hais personne. Je protège notre famille. C'est mon rôle. Non, c'est plus que ça. Louis l'observait attentivement. Tu as peur. Tu as peur de perdre ton influence, ton contrôle sur l'entreprise. C'est ridicule. Non, c'est logique. Louis commençait à comprendre. Si Sophie devient officiellement ma fille, si elle hérite, tu ne seras plus la seule héritière. Tu devras partager le pouvoir. Viviane se rassit, retrouvant son masque de femme d'affaires froide et calculatrice. Très bien. Supposons que cette femme soit vraiment ta fille. Qu'est-ce que tu comptes faire? Apprendre à la connaître, être le grand-père que je n'ai jamais pu être, l'aider, elle et sa fille. Et financièrement, Louis hésita. Je verrai. Peut-être modifier mon testament, leur assurer un avenir. Combien? Je ne sais pas encore. Louis, Viviane se pencha vers lui. Je vais te donner un conseil de sœur. Fais faire ce test ADN d'abord. Assure-toi que cette femme dit la vérité. Et si c'est le cas, aide-la, mais discrètement. Pas d'héritage officiel, pas de reconnaissance publique, pour protéger notre image de marque. Louis la regarda longuement. Notre image de marque, Viviane, il s'agit de ma fille. Il s'agit de notre survie. Viviane se leva, reprenant contenance. Réfléchis, Louis, cette histoire va faire les gros titres. Le magnate retrouve sa fille illégitime. La Cendrillon et l'Empire Moncler. Les médias vont s'en donner à cœur joie. Nos concurrents vont exploiter le scandale. Nos actionnaires vont s'inquiéter. Louis réalisa qu'elle n'avait pas complètement tort sur ce point, mais son besoin de réparer le passé était plus fort que ses craintes pour l'entreprise. Je me fiche des médias. Moi pas. Viviane se dirigea vers la porte. Louis, je t'en supplie, réfléchis bien avant de faire quoi que ce soit d'irréversible. Cette femme peut être dangereuse. Après le départ de sa sœur, Louis resta seul dans son bureau. Troublé, il n'avait jamais vu Viviane dans cet état. Sa réaction était disproportionnée, presque désespérée. Il ne savait pas que Viviane, dans sa voiture, passait déjà un coup de téléphone. « Marcel, c'est Viviane Moncler. J'ai besoin que vous enquêtiez sur quelqu'un. Sophie Garnier, 30 ans, femme de ménage à l'hôtel Impérial. Je veux tout savoir sur elle. Ses finances, ses relations, ses antécédents, tout. Bien, Madame Moncler. Puis-je vous demander le motif de cette enquête? Cette femme représente une menace pour ma famille. Et les menaces, je les élimine. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la première rencontre au square Honora. Contre toutes ses appréhensions initiales, Sophie se surprenait à attendre avec impatience les visites de Louis. Il venait les voir 2 fois par semaine, toujours ponctuels, toujours respectueux de leurs limites. Ce mercredi après-midi, ils s'étaient retrouvés au parc Borély. Manon courait entre les arbres, poursuivant les pigeons avec cette énergie inépuisable des enfants de 8 ans. Louis et Sophie étaient assis sur un banc, observant la petite fille qui semblait avoir adopté ce grand-père tombé du ciel. Elle a progressé aux échecs, remarqua Louis avec fierté. Hier, elle a failli me battre. Sophie sourit malgré elle. Voir sa fille si heureuse était bouleversant. Manon parlait constamment de Papy Louis, racontant à qui voulait l'entendre qu'elle avait un grand-père formidable qui lui apprenait plein de choses. « Vous êtes douée avec les enfants », admit Sophie. « Je ne m'y attendais pas. »« Moi non plus. » Louis regardait Manon avec tendresse. Avec Émilie et Julien, mes autres enfants, c'était différent, plus distant. Isabelle s'occupait de tout. Moi, j'étais toujours au bureau. Vous les regrettez. Louis hocha la tête, les yeux voilés de tristesse.
Chaque jour, mais avec le recul, je réalise que je ne les connaissais pas vraiment. J'étais leur père, mais pas leur complice. Avec Manon, c'est naturel. Sophie l'observait à la dérobée. Ces dernières semaines, elle avait découvert un homme différent de l'image qu'elle s'en était faite. Louis n'était pas le magnate arrogant qu'elle avait imaginé. Il était attentionné, patient avec Manon, et manifestement sincère dans sa volonté de rattraper le temps perdu. « Maman, papy Louis, regardez !» Manon revenait en courant, tenant délicatement une coccinelle sur son doigt. Elle m'a choisi. Grand-mère Hélène disait toujours que les coccinelles portent bonheur. Louise et Sophie échangèrent un regard ému. Manon parlait souvent de sa grand-mère, mélangeant naturellement ses souvenirs avec les histoires que Sophie lui racontait. « Ta grand-mère avait raison », dit Louis doucement, et je crois qu'elle nous a envoyé cette coccinelle pour nous montrer qu'elle approuve notre rencontre. Manon leva les yeux vers le ciel, parlant à sa grand-mère comme si elle était présente. « Tu vois, grand-mère, papy Louis est vraiment gentil. Tu peux être tranquille. » Sophie sentit sa gorge se serrer. Sa fille acceptait Louis avec une facilité déconcertante. Comme si elle avait toujours su qu'il ferait partie de leur vie. « Sophie, » Louis hésitait. « Il y a quelque chose dont j'aimerais vous parler. Je vous écoute. Votre situation financière, je sais que vous refusez mon aide, mais... » « Louis, on en a déjà parlé. » Sophie se raidit immédiatement. « Je ne veux pas de votre argent. Ce n'est pas de la charité. » Louis se tourna vers elle, passionné. « Vous êtes ma fille, Manon est ma petite fille. J'ai les moyens de vous offrir une vie meilleure. Notre vie nous convient très bien. Vraiment. » Louis la défiait du regard. « Vous travaillez 6 jours sur 7 pour un salaire de misère. Manon grandit dans un 2 pièces humide. Vous n'avez jamais de vacances, jamais de sortie. Et alors ?» Oh, Sophie se leva, agacée. « On est heureuse. On n'a besoin de personne. Papy Louis, maman. » Manon était revenue, inquiète de leur voix élevée. « Vous vous disputez encore. » Sophie s'agenouilla près de sa fille, s'efforçant de retrouver son calme. « Non, ma puce, les adultes discutent parfois fort, c'est tout. » Louis s'accroupit à son tour. « Ta maman a raison, princesse. On discutait juste de comment on pourrait passer plus de temps ensemble. » Manon les regarda tour à tour, puis eut une idée qui illumina son visage. « Je sais, papy Louis, tu pourrais venir dîner à la maison. Maman fait très bien la cuisine. » Sophie et Louis se regardèrent, pris au dépourvu par cette proposition spontanée. « Oh, ma puce, je ne crois pas que... » « S'il vous plaît, maman. » Manon joignit les mains en suppliant. « Papy Louis n'a jamais vu notre maison, et puis on pourrait jouer aux échecs après le dîner. » Louis attendait la réponse de Sophie, n'osant pas insister. Inviter cet homme chez elle, dans leur intimité, c'était franchir une nouvelle étape dans cette relation compliquée. « D'accord, » dit-elle finalement. « Demain soir si vous voulez, mais rien de sophistiqué, juste un repas simple. » Le visage de Louis s'illumina. « Merci, vraiment. » Le lendemain soir, Louis se présenta devant l'immeuble de la Belle de Mai avec un bouquet de fleurs pour Sophie et un livre illustré sur les échecs pour Manon. Il était nerveux comme un adolescent à son premier rendez-vous. L'appartement était exactement comme il l'avait imaginé, petit mais propre, chaleureux malgré la modestie du mobilier. Les murs étaient ornés de dessins de Manon et de quelques photos de famille. Sur la commode du salon trônait le cadre avec la photo d'Hélène. Louis s'approcha du portrait, le cœur serré. Elle était si belle, elle l'était, acquiesça Sophie sortant de la cuisine. Manon, montre ton livre à papy Louis. Le dîner se déroula dans une atmosphère détendue. Sophie avait préparé un pot-au-feu, simple mais délicieux. Manon monopolisait la conversation, racontant sa journée d'école, ses copines, ses projets pour les vacances d'été. « Dis papy Louis, tu as déjà voyagé ?» demanda-t-elle en finissant son yaourt. « Et beaucoup pour mon travail. J'ai visité des pays magnifiques. » Lesquels ? Louis se lança dans des récits de voyages qui captivèrent Manon. Il parlait de l'Italie et de ses monuments, du Japon et de ses jardins, de New York et ses gratte-ciels. Sophie écoutait aussi, fascinée malgré elle par ces mondes qu'elle n'avait jamais vus. « Un jour, j'emmènerai voir tout ça. » promit Louis imprudemment. Sophie fronça les sourcils. « Louis, vraiment ?» Manon était aux anges. On pourrait aller voir la tour de Pise et les châteaux de princesse. Bien sûr, princesse. Si ta maman est d'accord. Après le dîner, pendant que Manon regardait un dessin animé,
Sophie et Louis firent la vaisselle ensemble dans la petite cuisine. C'était étrange, cette intimité domestique avec cet homme qu'elle connaissait à peine. « Merci pour ce repas », dit Louis en essuyant les assiettes. « Ça faisait longtemps que je n'avais pas passé une soirée aussi. Normal. »« Normal. » Sophie sourit. « Pour nous, c'est le quotidien. C'est ça qui est merveilleux. » Louis la regarda intensément. « Vous avez créé quelque chose de beau ici, un vrai foyer. Manon est épanouie, heureuse. Vous êtes une mère extraordinaire. » Sophie rougit sous le compliment. « J'ai fait ce que j'ai pu. Vous avez fait mieux que ça. » Louis posa son torchon. « Sophie, je sais que vous n'aimez pas que je parle d'argent, mais laissez-moi au moins payer les études de Manon. L'université, plus tard, c'est le minimum qu'un grand-père puisse faire. » Sophie hésita. L'avenir de sa fille était effectivement une source d'inquiétude constante. Comment pourrait-elle financer des études supérieures avec son salaire? J'y réfléchirai. C'est tout ce que je demande. Dans le salon, Manon luttait contre le sommeil, blottie dans le canapé. Louis la prit dans ses bras pour la porter jusqu'à son lit, et Sophie fut émue par la tendresse de ce geste. « Bonne nuit, princesse », murmura Louis en bordant sa petite fille. « Bonne nuit, papy Louis. Tu reviendras bientôt. Quand ta maman voudra bien, elle voudra. » Manon sourit avec cette assurance des enfants. « Elle t'aime bien, tu sais. Elle sourit plus depuis que tu es là. » Sur le seuil de l'appartement, Louis et Sophie se retrouvèrent seuls, gênés soudain par cette nouvelle proximité. « Merci pour cette soirée, » dit Louis. « C'était parfait. Manon vous adore. Et vous ?» La question échappa à Louis avant qu'il puisse la retenir. Sophie le regarda longuement. « J'apprends à vous connaître, à vous faire confiance. C'est difficile pour moi. Je comprends. J'attendrai le temps qu'il faudra. » Après son départ, Sophie resta accoudée à sa fenêtre, regardant la berline noire disparaître dans la nuit, pour la première fois depuis des années. Elle se sentait moins seule. Peut-être que Manon avait raison, peut-être qu'elle souriait plus depuis l'arrivée de Louis dans leur vie. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à quelques rues de là, dans une voiture banalisée, un détective privé prenait des photos et notait scrupuleusement l'heure de départ de Louis Moncler. Viviane Moncler préparait sa contre-attaque. C'était un jeudi matin comme les autres. Sophie accompagnait Manon à l'école primaire Jules Ferry. Comme chaque jour depuis 3 ans, sa fille sautillait à côté d'elle, son cartable rose sur le dos, babillant joyeusement sur la leçon de géographie du jour. « Maman, ce soir papy Louis m'a promis de m'apprendre une nouvelle ouverture aux échecs. Le gambit de la dame ?» Sophie sourit. Depuis 2 mois maintenant, Louis faisait partie de leur routine. Il passait les voir 3 fois par semaine, toujours ponctuel, toujours attentionné. Même Sophie, malgré ses réticences initiales, avait fini par s'habituer à sa présence rassurante. « D'accord, ma puce, mais d'abord, tu as école. Et ce soir, n'oublie pas tes devoirs de mathématiques. Promis. » Manon l'embrassa sur la joue et courut rejoindre ses copines dans la cour. Sophie la regarda s'éloigner avec ce pincement au cœur familier. Manon grandissait si vite. À 8 ans, elle commençait déjà à affirmer son indépendance, réclamant de rentrer seule de l'école comme ses amis plus âgés. « Pas encore, ma chérie », murmurait toujours Sophie. Le monde lui semblait trop dangereux pour laisser sa fille se débrouiller seule. La journée de travail à l'hôtel impérial se déroula normalement. Sophie s'occupait de ses chambres habituelles, échangeant quelques mots avec Fatima pendant la pause déjeuner. « Tu as l'air heureuse ces derniers temps ?» remarqua sa collègue. « C'est grâce à ce mystérieux monsieur qui te rend visite. » Sophie rougit légèrement. Elle n'avait jamais révélé à personne la véritable identité de Louis, se contentant de dire qu'il s'agissait d'un ami de la famille. Peut-être, c'est compliqué. L'amour, c'est toujours compliqué, rit Fatima. Ce n'est pas de l'amour, protesta Sophie. C'est familial, à 16h30. Comme chaque jour, Sophie quittait l'hôtel pour aller chercher Manon à l'école. Le trajet en tramway lui prenait 25 minutes, ce qui lui laissait juste le temps d'arriver pour la sortie des classes. Mais ce jour-là, quand Sophie arriva devant l'école, la cour était vide. Les autres parents étaient déjà repartis avec leurs enfants. Un sentiment de panique la saisit immédiatement. Elle courut vers le bureau de la directrice, Madame Perrin, qu'elle trouva en train de ranger ses affaires. « Madame Perrin, où est Manon ?» Elle n'était pas dans la cour. La directrice leva les yeux, surprise. « Manon, mais elle est partie avec son grand-père. Il est venu la chercher vers 15h45. » Le sang de Sophie se glaça dans ses veines. « Son grand-père ?
Mais il n'était pas prévu qu'il vienne, et puis, l'école ne finit qu'à 16h30. Il m'a dit qu'il y avait un imprévu familial, que vous l'aviez chargé de venir plus tôt. Il avait une autorisation écrite avec votre signature. Une autorisation. Mais je n'ai jamais... Sophie sentit ses jambes se dérober sous elle. Madame Perrin, à quoi ressemblait cet homme? La directrice fronça les sourcils, commençant à comprendre que quelque chose ne tournait pas rond. Un homme d'une 50aine d'années, bien habillé, très poli. Il connaissait Manon. Elle l'a appelé Papy. J'ai pensé que... Comment était-il? Grand, les cheveux poivre et sel. Non, plutôt petit, brun, avec une barbe, et il avait un accent, peut-être du Nord. Sophie s'effondra sur une chaise. Ce n'était pas Louis. Un étranger avait enlevé sa fille. Madame Perrin, appelez la police. Tout de suite. Les minutes qui suivirent furent un cauchemar. La police arriva rapidement, posant 1000 questions à Sophie et à la directrice. L'autorisation était effectivement un faux, très bien imité. Mais un faux, le commissaire Moreau, un homme d'expérience aux tempes grises, prit les choses en main. Madame Garnier, avez-vous des ennemis? Quelqu'un qui pourrait vous en vouloir? Non, personne. Je suis femme de ménage, je ne fais de mal à personne. Des problèmes d'argent, un ex-mari violent. Je n'ai jamais été mariée. Le père de Manon. Sophie s'interrompit. Louis, il fallait qu'elle le prévienne, d'une main tremblante. Elle composa son numéro. Il décrocha à la première sonnerie. Sophie, ça va? Vous avez l'air? Louis? Sophie sanglotait. Manon? Ils ont pris Manon. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Quelqu'un l'a enlevée à l'école. Un homme qui se faisait passer pour son grand-père. Louis, qu'est-ce qu'on va faire? Louis devint livide. J'arrive tout de suite. Où êtes-vous? À l'école, avec la police. J'arrive. Tenez bon, Sophie, on va la retrouver. Louis raccrocha et se précipita vers sa voiture, en route vers l'école. Son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Monsieur Moncler. La voix était déformée par un modificateur électronique, impossible à identifier. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Nous avons la petite, Manon. Elle va bien, pour l'instant. Salaud, si vous lui faites du mal. Calmez-vous, nous ne sommes pas des monstres. Nous voulons juste que votre fille disparaisse de votre vie, définitivement. Louis freina brutalement, se garant sur le bas-côté. Comment ça? Disparaisse. Sophie Garnier doit quitter Marseille, changer de ville, de nom si nécessaire, ne plus jamais vous contacter, ni vous ni votre famille. En échange, la petite lui sera rendue saine et sauve. Vous êtes fou, je ne laisserai jamais. Vous n'avez pas le choix, monsieur Moncler. Sophie a 48 heures pour disparaître. Si elle refuse, nous nous chargerons de la petite, définitivement. Attendez, mais la communication avait été coupée. Louis arriva à l'école dans un état de rage et de panique mélangée. Il trouva Sophie effondrée sur un banc, entourée de policiers. Quand elle le vit, elle se jeta dans ses bras, sanglotant. « Louis, ils ont ma petite fille. Je sais, ils m'ont appelée. » Louis la serrait contre lui, tentant de la rassurer malgré sa propre terreur. « Ils veulent que vous partiez, que vous disparaissiez. » Le commissaire Moreau s'approcha. « Monsieur Moncler, vous êtes le grand-père de l'enfant. »« Oui, et j'ai reçu un appel des ravisseurs. Ils exigent que Sophie quitte Marseille en échange de Manon. » Ils ont dit pourquoi. Louis hésita. Révéler son identité, sa fortune, ses affaires familiales. Mais la vie de Manon était en jeu. « Je suis Louis Moncler, du groupe Moncler International. Sophie est ma fille. Je pense que quelqu'un veut l'éloigner de moi. De ma famille. » Le commissaire écarquilla les yeux. Le nom de Moncler était connu à Marseille. Une histoire d'héritage. Peut-être. Sophie releva la tête, les yeux rougis par les larmes. « Louis, je m'en fiche de votre fortune. Je veux juste récupérer ma fille. »« Notre fille, » corrigea Louis doucement. « Et nous allons la récupérer. » Le commissaire Moreau organisait déjà les recherches. Caméras de surveillance, témoignages, analyse de l'autorisation falsifiée. Mais Louis savait que les ravisseurs étaient professionnels. Il n'avait pas choisi Manon par hasard. Son téléphone vibra. Un SMS. « Vous avez 47 heures. » Cette nuit-là, Sophie ne dormit pas. Elle était restée au commissariat, espérant des nouvelles. Louis était à ses côtés, mobilisant tous ses contacts, tous ses moyens. « C'est ma faute », répétait Sophie.
Si je ne vous avais jamais rencontré, Manon serait en sécurité. Non, Louis lui prit la main. C'est ma faute. C'est moi qui ai des ennemis, moi qui ai de l'argent, du pouvoir. Quelqu'un veut m'atteindre à travers vous. Qui pourrait faire ça? Louis réfléchissait. Ses concurrents, peu probable. Un ancien employé renvoyé, possible. Mais pourquoi maintenant? Et soudain, une pensée glaciale lui traversa l'esprit. Viviane. Sa réaction excessive quand il lui avait parlé de Sophie. Sa peur de perdre son influence, ses menaces à peine voilées. Non, murmura-t-il. Elle ne ferait jamais ça, pas ça. Mais plus il y pensait, plus le doute s'installait. Viviane avait les moyens d'organiser un enlèvement. Elle connaissait des gens peu recommandables dans le milieu des affaires. Et surtout, elle avait un mobile, protégeait son statut d'héritière unique, Louis. Sophie le regardait, inquiète de son silence. Vous pensez à quelqu'un? Louise hésita, accusait sa propre sœur sans preuve. Mais si c'était vraiment elle, il fallait agir vite. Peut-être, je vais vérifier quelque chose. Il sortit du commissariat et composa le numéro de Viviane. Elle décrocha immédiatement, comme si elle attendait son appel. Louis, il est tard. Qu'est-ce qui se passe? Viviane. Sa voix était glaciale. Où est Manon? Un silence, puis un petit rire. De quoi tu parles? Ma petite fille a été enlevée aujourd'hui. Et bizarrement, les ravisseurs veulent que Sophie disparaisse de ma vie. Ça ne te rappelle rien. Louis, tu deviens paranoïaque. Pourquoi j'aurais... Où est-elle, Viviane? Un autre silence. Plus long cette fois. Quelque part en sécurité. Et elle le restera si cette femme et toi vous montrez raisonnable. Louis resta figé, son téléphone collé à l'oreille, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. Sa propre sœur venait d'avouer avoir orchestré l'enlèvement de sa petite fille. Viviane. Sa voix n'était plus qu'un murmure rauque. Tu as enlevé Manon. Je l'ai mise à l'abri, Louis. Loin de cette situation qui nous détruit tous. À l'abri. La voix de Louis explosa soudain. Tu parles d'un enfant de 8 ans. Tu parles de ma petite fille. Je parle de l'avenir de notre famille. Viviane avait abandonné toute prétention. Sa voix était froide, calculatrice. Cette femme nous manipule. Louis, elle et sa gamine, elles vont nous ruiner. Louis sentit une rage froide l'envahir. Il regarda vers le commissariat où Sophie attendait, rongée d'angoisse, et sa colère atteignit des sommets qu'il n'avait jamais connus. Où est-elle? En sécurité. Je te l'ai dit, et elle le restera si tu fais le bon choix. Le bon choix. Louis serrait son téléphone si fort qu'il risquait de le briser. Viviane, tu as perdu la tête. Rends-moi ma petite fille immédiatement. Non. Le ton était ferme, définitif. Pas tant que cette Sophie Garnier sera dans ta vie, tu as 46 heures maintenant pour la convaincre de disparaître, définitivement. Et si elle refuse? Un silence glacial s'installa. Quand Viviane reprit la parole, Louis ne reconnut plus sa sœur. Alors la petite aura un accident. Très regrettable. Tu n'oserais pas. J'oserais tout pour protéger notre héritage. Papa nous a appris que les Montclair ne reculent devant rien quand leur survie est en jeu. Papa. Louis cracha le mot. Papa était un monstre. Et tu es en train de devenir comme lui. Papa était un visionnaire. Grâce à lui, nous sommes riches et puissants. Grâce à lui, le nom Montclair est respecté. Grâce à lui, j'ai perdu l'amour de ma vie. Grâce à lui, j'ai grandi sans connaître ma fille. Et maintenant, tu veux que j'abandonne ma petite fille. Je veux que tu retrouves la raison. Viviane hurlait maintenant. Cette femme va tout détruire. Elle va prendre ta fortune, salir notre réputation, nous traîner dans la boue. Louis ferma les yeux, réalisant soudain l'ampleur de l'obsession de sa sœur. Viviane avait construit toute sa vie autour de l'Empire Montclair. Sans lui, elle n'était rien. Viviane, écoute-moi bien. Sa voix était redevenue calme, mais d'un calme terrifiant. Tu vas me dire où est Manon, tout de suite. Sinon, j'appelle la police et je leur raconte tout. Tu n'oseras pas, le scandale nous détruirait. Je m'en fiche du scandale, je m'en fiche de l'entreprise, je m'en fiche de tout. Je veux juste ma famille. Ta famille. Viviane eut un rire hystérique. Ta famille, c'est moi. Moi qui ai travaillé jour et nuit pour agrandir notre empire pendant que tu courais les mondanités. Moi qui me suis sacrifiée pour que le nom Montclair perdure. Totani, tu ne t'es sacrifiée pour personne. Tu as choisi le pouvoir, Viviane. Tu as choisi l'argent plutôt que l'amour. L'amour?
Sa voix dégoulinait de mépris. L'amour ne paie pas les factures, Louis. L'amour ne construit pas d'empire. Non. Mais il donne du sens à la vie. Louis regardait maintenant vers les étoiles, pensant à Hélène, à Sophie, à Manon, quelque chose que tu n'as jamais compris. Un nouveau silence s'installa. Quand Viviane reprit la parole, ce fut d'une voix différente, plus calme, mais aussi plus dangereuse. « Très bien, Louis. Puisque tu as choisi ton camp, laisse-moi te raconter une petite histoire. » Louis sentit son estomac se nouer. « Il y a 31 ans, papa m'a demandé de surveiller ta liaison avec cette Hélène. Je l'ai fait suivre, photographier, épier. Quoi? Oh oui, mon cher frère, je savais tout. Ses habitudes, ses amis, sa famille. Et quand papa a décidé qu'il fallait qu'elle disparaisse, c'est moi qui me suis chargé des détails. » Louis sentit le monde s'écrouler autour de lui. « Qu'est-ce que tu as fait? » « Moi, rien de mal, j'ai juste encouragé son départ, une petite visite chez elle, quelques menaces bien senties sur ce qui arriverait à sa famille si elle restait. Elle a compris le message. Tu l'as menacée. Je l'ai éclairée sur sa situation. Une petite serveuse contre la puissance des Montclair. Le combat était perdu d'avance. Louis était livide. Elle était enceinte, Viviane. Elle portait mon enfant. Je sais. Viviane marqua une pause cruelle. Elle me l'a dit, en pleurant. La pauvre petite. Elle espérait que ça changerait quelque chose. Et tu n'as rien dit. Pendant 31 ans, tu as su que j'avais une fille, et tu n'as rien dit. Pourquoi faire? Pour que tu gâches ta vie avec une aventure de jeunesse? J'ai protégé ton avenir, Louis. Tu as détruit ma vie. Louis hurlait maintenant, attirant l'attention des passants. Tu as séparé une famille. Tu as condamné ma fille à grandir dans la pauvreté. Tu as laissé Hélène mourir seule. Hélène est morte. Pour la première fois, Viviane sembla ébranlée. Il y a 7 ans. D'un cancer qu'elle n'a pas pu soigner parce qu'elle n'avait pas d'argent. Pendant que nous vivions dans le luxe. Un long silence. Quand Viviane reprit la parole, sa voix était redevenue froide. C'est du passé. Ce qui compte maintenant, c'est l'avenir. Sophie doit partir. Louis, c'est le seul moyen de sauver notre famille. Notre famille. Louis eut un rire amer. Nous ne sommes plus une famille, Viviane. Nous ne l'avons jamais été. Juste 2 étrangers liés par le sang et l'argent. Louis, où est Manon? Il martela chaque mot. Dans un endroit sûr, mes associés s'occupent bien d'elle, pour l'instant. Tes associés? Louis comprenait maintenant. Tu as fait appel à des criminels. Pour enlever un enfant. J'ai fait appel à des professionnels, discrets et efficaces. Louis raccrocha et se précipita vers le commissariat. Il fallait qu'il parle au commissaire Moreau, qu'il lui révèle tout. Mais en arrivant, il trouva Sophie dans un état proche de l'hystérie. « Louis !» Elle se jeta dans ses bras. « Ils ont rappelé. Ils veulent que je parte, que je quitte Marseille sans jamais revenir. Je sais, c'est ma sœur. » Sophie le regarda, incrédule. « Votre sœur, Viviane, elle a organisé tout ça pour vous éloigner de moi. Elle a peur que vous preniez sa place dans l'héritage familial. » Le commissaire Moreau s'approcha, ayant entendu la conversation. « Monsieur Montclair, vous accusez votre sœur d'enlèvement. Je l'accuse, et je peux le prouver. Elle vient de m'avouer au téléphone. Nous allons avoir besoin d'un enregistrement, de preuves tangibles. Je vais vous en donner. » Louis était déterminé. « Je vais la faire parler devant vous, mais d'abord, il faut retrouver Manon. » Sophie s'effondra sur une chaise. « Votre propre sœur. Comment peut-on faire ça à un enfant? Viviane a perdu tout sens moral. L'argent et le pouvoir ont fait d'elle un monstre. » Louis s'agenouilla devant Sophie. « Mais je vous promets qu'on va récupérer Manon, et je vous promets que Viviane paiera pour ce qu'elle a fait. Et s'ils lui font du mal, s'ils... » Sophie ne pouvait même pas finir sa phrase. « Ils ne lui feront rien. Viviane est calculatrice, pas folle. Elle sait que blesser Manon ne lui apporterait rien. Elle veut juste vous faire peur. » Le commissaire Moreau préparait déjà l'opération. Mise sur écoute du téléphone de Louis, surveillance de Viviane, recherche dans les propriétés de la famille Montclair. « Monsieur Montclair, nous allons avoir besoin de votre coopération totale. Vous l'avez ?» Louis regardait Sophie, déterminé. « Je ferai tout pour ramener ma petite fille. Tout. » Ce qu'il ne savait pas encore, c'est qu'il lui restait une dernière révélation à découvrir. Une révélation qui allait changer leur vision de toute cette histoire. Dans son bureau, Viviane contemplait un dossier qu'elle n'avait jamais ouvert.
Un dossier marqué « Testament A, Montclair, confidentiel ». Son père avait emporté un secret dans la tombe. Un secret qui changeait tout. 24 heures s'étaient écoulées depuis l'enlèvement de Manon. Sophie n'avait pas fermé l'œil, arpentant sans cesse le commissariat. Sursautant à chaque sonnerie de téléphone, Louis était resté à ses côtés, mobilisant tous ses contacts pour retrouver sa petite fille. Le commissaire Moreau venait de raccrocher son téléphone, l'air sombre. Nous avons localisé 3 propriétés appartenant à Viviane Moncler en dehors de Marseille. Mes équipes sont en route. Et si elle a déplacé Manon ailleurs? Sophie tremblait d'épuisement et d'angoisse. Nous la retrouverons, assura Louis en lui prenant la main. Je connais ma sœur. Elle reste toujours dans ses zones de confort. Son téléphone sonna. Viviane, mets-moi sur haut-parleur, ordonna le commissaire. Louis obtempéra. Viviane. Louis. Sa voix était différente, moins assurée qu'hier. Il faut qu'on se voie, seul à seul. Hors de question, pas tant que Manon ne sera pas rendue à sa mère. C'est justement de ça que je veux te parler, la situation a évolué. Sophie se redressa, espoir et terreur mêlés. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Viviane, si tu as fait du mal à ma petite fille, je n'ai fait de mal à personne. Sa voix était maintenant clairement paniquée. Mais les choses m'échappent, mais associées, deviennent difficiles à contrôler. Le commissaire fit signe à Louis de continuer. Qu'est-ce que tu veux, Viviane? Te voir, dans 1 heure, au bureau de papa, seul. Pourquoi le bureau de papa? Un silence, puis, d'une voix étrange. Parce que papa avait des secrets qui changent tout. Elle raccrocha. Le commissaire Moreau secoua la tête. C'est un piège. Elle va essayer de vous faire disparaître aussi. Non, Louis réfléchissait. Viviane n'est pas une tueuse. Elle est désespérée. Et quand elle parle des secrets de papa, qu'est-ce que ça peut être? Demanda Sophie. Je ne sais pas. Mais mon père était un homme complexe, manipulateur, autoritaire, mais... Louis s'interrompit. Il y a peut-être quelque chose qu'on ignore. 1 heure plus tard, Louis se dirigeait vers l'ancien bureau de son père, au dernier étage de l'immeuble Moncler. Cette pièce n'avait pas été touchée depuis la mort d'Armand. 5 ans auparavant, Viviane avait insisté pour que tout reste en l'état, comme un mausolée. Il poussa la lourde porte de chêne. Viviane était là, assise dans le fauteuil de leur père, mais elle semblait étrangement petite, fragile, devant elle. Un dossier ouvert. Viviane. Louis referma la porte. Où est Manon? Assieds-toi, Louis, s'il te plaît. Il y avait quelque chose de suppliant dans sa voix qui surprit Louis. Il s'assit en face d'elle, remarquant ses yeux rougis, ses mains qui tremblaient légèrement. Viviane, qu'est-ce qui se passe? Elle tourna le dossier vers lui. Lis ça. Louis examina les documents. C'était un testament, rédigé 6 mois avant la mort de leur père, mais pas le testament officiel qu'il connaissait. Celui-ci était marqué « Confidentiel », à ouvrir uniquement en cas de découverte de la descendance HG. HG. Louis fronça les sourcils. Hélène Garnier. Continue de lire. Louis parcoura le document, et au fur et à mesure de sa lecture, son visage se décomposait. Mon Dieu, le testament révélait qu'Armand Moncler avait découvert l'existence de Sophie 3 ans avant sa mort. Non seulement il savait qu'elle était sa petite fille, mais il avait fait surveiller sa vie, connaissait ses difficultés financières, la maladie d'Hélène, et dans un accès de remords tardif, il avait modifié secrètement son testament, léguant 60% de sa fortune à Sophie, en réparation du mal causé à sa mère et à elle-même par mes actions passées. Il savait, murmura Louis, abasourdi. Papa savait tout, et il a voulu réparer. 60%, Louis. Viviane pleurait maintenant. 60% de notre héritage à une fille qu'il n'avait jamais rencontrée. Par culpabilité, Louis releva la tête. Tu le savais. Depuis combien de temps tu le savais? Depuis sa mort, j'ai trouvé ce testament dans son coffre personnel, avec une lettre pour moi. Elle lui tendit une enveloppe. L'écriture de leur père était encore ferme malgré l'âge. Ma chère Viviane, si tu lis cette lettre, c'est que Sophie Garnier est entrée dans votre vie. Cette jeune femme est ta nièce, la fille de Louis et d'Hélène Garnier. J'ai commis une erreur terrible il y a 30 ans. J'ai séparé 2 êtres qui s'aimaient par orgueil et par peur. J'ai condamné ma propre petite fille à grandir dans la pauvreté pendant que nous vivions dans l'opulence. Le testament ci-joint corrige cette injustice. Sophie hérite de la majorité de mes biens, comme cela aurait toujours dû être le cas,
Je sais que tu trouveras cette décision difficile à accepter. Mais l'argent sans famille n'a aucune valeur. Et cette jeune femme est notre famille, que cela nous plaise ou non. Accueille-la avec bienveillance. Elle porte le sang des Montclair, et ce sang mérite respect et amour. Ton père qui t'aime malgré ses erreurs. Armand. Louis posa la lettre, ému. Papa, il a fini par comprendre. Comprendre quoi? Viviane était ta mère. Qu'il fallait nous punir pour ses erreurs. Nous dépouiller de notre héritage. Nous dépouiller, Viviane. Même avec 40% de l'héritage. Nous restons multimillionnaires. Ce n'est pas une question d'argent, explosa Viviane. C'est une question de justice. Cette femme n'a jamais rien fait pour mériter cette fortune. Elle n'a rien fait pour la mériter. Louis se leva, indigné. Elle a grandi sans père à cause de nous. Sa mère est morte à cause de nous. Elle a élevé seule sa fille dans la pauvreté à cause de nous. À cause de papa, pas de nous. Si, Viviane, à cause de nous. Parce qu'on a accepté ses méthodes. Parce qu'on n'a jamais eu le courage de lui dire non. Viviane baissa la tête, épuisée. J'ai eu si peur, Louis. Peur de tout perdre. Peur de ne plus être personne. Tu as kidnappé un enfant innocent à cause de tes peurs. Je sais. Viviane sanglotait maintenant. Je sais que j'ai tout gâché. Mais quand j'ai lu cette lettre, quand j'ai vu ce testament, j'ai paniqué. Louis s'agenouilla devant sa sœur. Viviane, où est Manon? Dans un entrepôt près d'Aubagne. Elle lui tendit une adresse gribouillée. Mais, associés, ils commencent à s'impatienter, ils veulent plus d'argent, ils parlent de se débarrasser d'elle. Louis sentit son sang se glacer. Quoi? Il ne devait que la garder quelques jours, mais maintenant il parle de rançon, de chantage. Louis, j'ai perdu le contrôle de la situation. Louis attrapa son téléphone, appelant immédiatement le commissaire Moreau. Commissaire, j'ai l'adresse, entrepôt Deltour, zone industrielle d'Aubagne, dépêchez-vous. Il raccrocha et se tourna vers Viviane. Tu viens avec moi, tu vas réparer tes erreurs. Louis, est-ce que Sophie, est-ce qu'elle pourra me pardonner? Louis la regarda longuement. Sa sœur, cette femme forte et déterminée, n'était plus qu'une petite fille effrayée par ses propres actes. Je ne sais pas, Viviane, mais tu peux commencer par sauver Manon. Ils quittèrent le bureau ensemble. Viviane serrant contre elle le testament de leur père. Ce document qui révélait la vérité sur leurs origines, sur la culpabilité d'Armand, sur l'héritage qui revenait légalement à Sophie. Dans la voiture qui les menait vers Aubagne, Viviane regardait défiler le paysage provençal. Louis, oui, papa avait raison. L'argent sans famille n'a aucune valeur. Louis accéléra. Ils avaient une petite fille à sauver et une famille à reconstruire. Le reste pourrait attendre. À l'horizon, les sirènes de police se mêlaient au Mistral qui soufflait sur la Provence. L'épilogue de cette histoire familiale était sur le point de s'écrire. Dans l'entrepôt d'Aubagne, Manon attendait, serrant contre elle le petit cheval en peluche que sa mère lui avait donné. Elle ne savait pas encore que son grand-père et sa grand-tante vinrent la chercher. Elle ne savait pas non plus qu'elle était l'héritière de l'une des plus grandes fortunes de France. 2 ans plus tard, le cimetière Saint-Pierre baignait dans la douce lumière de cette fin d'après-midi de printemps. Les cyprès se balançaient doucement sous la brise méditerranéenne et l'air embaumait le jasmin et la lavande. Sophie ajustait le bouquet de roses blanches dans ses mains, Manon à ses côtés tenant fièrement un petit bouquet de violettes qu'elle avait cueilli dans leur jardin. « Maman, tu crois que grand-mère Hélène sait qu'on va mieux maintenant ?» demanda Manon de sa voix cristalline. Sophie sourit en regardant sa fille, maintenant âgée de 10 ans, épanouie et confiante. « J'en suis certaine, ma chérie, elle veille sur nous. » Elles marchèrent ensemble vers la tombe d'Hélène Garnier, suivie par Louis qui portait une gerbe de lys, et étonnamment, par Viviane, tenant un petit pot de lavande de Provence. La tombe avait changé, fini le modeste carré de béton et la simple croix de bois. À la place s'élevait maintenant un monument en marbre blanc, gravé d'une inscription que Louis avait longuement méditée. Hélène Garnier, 1974-2017, mère aimante, femme courageuse, amour éternel. « Bonjour, grand-mère », chuchota Manon, en déposant ses violettes. « J'ai plein de choses à te raconter. » Louis s'agenouilla près de la tombe, posant sa gerbe avec une tendresse infinie. 2 ans après avoir retrouvé sa fille et sa petite-fille, il venait ici chaque mois, parlant à Hélène, lui demandant pardon,
lui racontant leur nouvelle vie. « Hélène, ma princesse, murmura-t-il, je t'avais promis de protéger notre famille. Je crois que j'y arrive enfin. » Sophie observait cet homme qui avait tellement changé. Louis avait renoncé à la présidence du groupe Montclair 6 mois après l'enlèvement de Manon, préférant se consacrer entièrement à sa famille retrouvée. Ses cheveux étaient maintenant complètement blancs, mais son regard brillait d'une sérénité qu'elle ne lui avait jamais vue. Viviane s'approcha à son tour, hésitante. Sa relation avec Sophie restait complexe. Faite de méfiance mutuelle et de tentatives de réconciliation, après sa sortie de prison, elle avait écopé de 3 ans avec sursis pour enlèvement. Elle s'était installée en Corse, dirigeant une petite pension de famille, loin du monde des affaires. « Hélène, dit-elle doucement en plantant le pot de lavande, je ne peux pas défaire le mal que j'ai causé, mais je peux essayer de le réparer, chaque jour. » Sophie la regarda avec surprise. C'était la première fois que Viviane s'adressait directement à la mémoire de sa mère. Manon, avec cette spontanéité des enfants, prit la main de sa grand-tante. « Tante Viviane, maman dit que les gens peuvent changer s'ils le veulent vraiment. » Viviane serra la petite main, émue. « Ta maman a raison, ma chérie. Et toi, tu m'aides à devenir quelqu'un de meilleur. » Ils restèrent un moment en silence, chacun perdu dans ses pensées. Puis Louis prit la parole, regardant la photo d'Hélène sur la pierre tombale. « Hélène, nous voilà tous réunis aujourd'hui. Sophie a accepté son héritage, mais pas comme nous l'imaginions. Elle utilise cet argent pour aider d'autres familles dans le besoin. Elle a créé une fondation qui porte ton nom. La fondation Hélène Garnier aide les mères célibataires à financer les études de leurs enfants. » Sophie sourit. C'était son projet le plus cher. Avec les 60% de l'héritage d'Armand Montclair, elle avait d'abord assuré l'avenir de Manon, puis avait créé cette fondation qui aidait déjà une centaine de familles. Et puis, continua Louis, Manon va entrer au collège l'année prochaine. Elle veut devenir médecin pour soigner les gens comme on n'a pas pu te soigner. Manon hocha la tête avec sérieux. Pour que plus jamais une maman ne meure parce qu'elle n'a pas d'argent pour se faire soigner. Louis sortit de sa poche un petit écrin de velours. À l'intérieur brillait l'anneau d'émeraude, mais transformé. Le bijou avait été serti sur une chaîne en or, créant un magnifique collier. « Manon, ta grand-mère aurait voulu que tu portes ceci. » Il passa le collier autour du cou de sa petite fille. L'émeraude brillait sur sa poitrine, symbole de l'amour qui avait traversé les générations. « Il est magnifique. »« Papy Louis !» Manon caressa délicatement la pierre précieuse. « Grand-mère Hélène l'aimait vraiment, n'est-ce pas ?»« C'était notre promesse d'amour, » répondit Louis, la voix émue. « Et maintenant, c'est la promesse que notre famille restera toujours unie. » Sophie s'approcha de Louis, posant sa main sur son bras. « Papa ?» C'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi. Louis sentit son cœur se gonfler de bonheur. « Merci, pour tout, pour avoir retrouvé maman, pour avoir sauvé Manon, pour être devenu l'homme qu'elle aurait voulu que vous soyez. » Louis l'enlaça. « Cette fille qu'il avait perdue est retrouvée. C'est moi qui te remercie. Tu m'as redonné une raison de vivre. » Viviane les regardait, et pour la première fois depuis des années, elle ne ressentait ni jalousie ni amertume. Juste de la gratitude pour cette famille qui l'avait pardonnée malgré ses erreurs. « Sophie, » dit-elle timidement, « est-ce que tu crois qu'un jour nous pourrons vraiment être une famille ?» Sophie réfléchit longuement. Viviane avait payé pour ses erreurs, avait montré des signes sincères de repentir, et Manon, avec sa générosité d'enfant, l'avait déjà adoptée. Nous le sommes déjà, Viviane, imparfaite, compliquée, mais nous sommes une famille. Ils quittèrent le cimetière ensemble, Manon sautillant entre les adultes, racontant ses projets pour les vacances d'été. Ils allèrent partir en Italie, tous les 4, découvrir ces pays que Louis avait promis de montrer à sa petite fille, en chemin vers la voiture. Manon s'arrêta soudain et leva les yeux vers le ciel. « Qu'est-ce qu'il y a, ma puce ?» demanda Sophie. « Je viens de sentir grand-mère Hélène. » Elle sourit. Elle est contente qu'on soit tous ensemble. Louis regarda aussi vers les nuages roses du couchant. Quelque part, il en était certain, Hélène les regardait et approuvait cette réconciliation familiale qu'elle avait rendue possible. Dans leur nouvelle maison des quartiers sud de Marseille, modeste mais confortable, loin du luxe ostentatoire des Montclair, ils se retrouvèrent pour le dîner. Sophie avait cuisiné la daube provençale préférée de Manon, Louis avait apporté une bouteille de Châteauneuf du Pape, et Viviane un gâteau aux figues de sa pension corse. « À grand-mère Hélène », dit Manon en levant son verre de jus d'orange. « Et à notre famille. »« À Hélène »,
répétèrent les adultes en chœur. Dehors, le Mistral soufflait doucement sur Marseille, portant vers la mer les parfums de cette journée particulière. Dans la maison, les rires de Manon se mêlaient aux conversations des adultes, créant cette musique familiale qu'Hélène avait toujours rêvée, plus tard dans la soirée, quand Manon fut couchée. Sophie sortit sur la terrasse. Louis la rejoignit, contemplant les lumières de la ville qui scintillaient comme des étoiles terrestres. « Des regrets ?» demanda-t-il. « Aucun », répondit Sophie fermement. « Maman aurait voulu qu'on soit heureux. Tous ensemble. Même Viviane. » Sophie sourit. « Surtout Viviane. Maman disait toujours que les gens les plus durs sont souvent ceux qui ont le plus besoin d'amour. » Louis passa son bras autour des épaules de sa fille. « Ta mère était une femme sage. Elle était surtout une femme qui aimait et qui nous a appris à aimer. » Dans sa chambre, Manon s'endormait en serrant le collier d'émeraude, rêvant de sa grand-mère qui dansait dans un jardin de roses blanches. Dans ce rêve, Hélène lui souriait et lui murmurait « L'amour véritable ne meurt jamais, ma petite princesse. Il se transmet de génération en génération, comme un trésor qui ne s'épuise jamais. » L'anneau d'émeraude brillait doucement dans l'obscurité, gardien silencieux des secrets d'une famille enfin réunie. Dehors, Marseille s'endormait sous un ciel étoilé, bercé par la Méditerranée éternelle. L'amour avait triomphé. Enfin,